Je vous demande de porter toute l'attention à la déclaration qui va vous être adressée. Merci beaucoup. Déclaration de Paris. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers compatriotes, unité, travail, progrès. Telle est la devise énoncée en 1960 par les pères de l'indépendance de la République du Congo et censée guider les Congolais vers le bien-être, le développement et l'édification d'une nation libre, démocratique et prospère. Plus d'un demi-siècle après, il revient malheureusement de constater que l'échec est criant. Pire, la régression du niveau de vie socio-économique est d'une ampleur sans commune mesure, plaçant le Congo parmi les nations les plus arriérées du monde au regard d'immenses potentialités qu'il regorge par tête d'habitants. L'unité, loin d'être acquise, reste à construire. Des premières escarmouches des années 50, nées des incompréhensions politiques de l'époque, on en est arrivé à une guerre civile, partie d'un coup d'État militaire en 1997-1998, dont les dizaines de milliers de morts et d'estimates, encore vivaces, éloignent la naissance d'un peuple avec une conscience nationale intégrante. Le travail, qui a perdu sa valeur, n'est plus qu'un vain mot. Banalisé par les pouvoirs publics, il n'est plus une préoccupation pour eux. Le taux de chômage, toutes couches sociales confondues, s'accroissant au fil des années. Les administrations étant devenues improductives, l'artisanat négligé. Le progrès, un horizon lointain devenu quasi inimaginable, en particulier pour nos compatriotes des contrées les plus reculées. Le pays se dégradant au fil du temps. Au regard de ce qui précède, nous, Comité d'action de la diaspora congolaise, pour la convocation des États généraux de la nation, regroupement d'associations congolaises et d'individualités régulièrement installées en France, en Europe, conscient que cet échec manifeste du Congo, dont l'essentiel des causes sont endogènes, est donc d'abord et avant tout un échec politique, recevant que la Conférence nationale souveraine de 1991, une forme d'état généraux de la nation, clôturée par la cérémonie de lavement de mains censée passer l'éponge sur les plus de 3000 morts et disparus, recensés comme victimes de la barbarie et du régime monopartite, a pourtant permis aux Congolais de se retrouver pacifiquement et s'installer dans un système démocratique. Considérant que les derniers faits marquants de la vie sociopolitique congolaise au cours de l'année 2012 montrent que le pays se meurt à vue d'œil, s'enfonçant de plus en plus dans un bourbier sans fond, comme en témoigne la chaotique gestion des suites des explosions d'arsenaux de guerre injustifiées du 4 mars 2012, avec ses lâches et arbitraires arrestations à tout va et une parodie d'enquête judiciaire enlisée, la mascarade électorale de l'année 2012, caractérisée par une forte abstention, traduisant un cinglant désaveu du pouvoir, et de fraudes massives éhontées par lesquelles le parti du régime semble avoir clairement proclamé 2 républiques en une. Multiples inondations suite aux tornades, dont les effets sur les populations ont été accentués par l'absence d'assainissement de voiries et réseaux divers dans les quartiers populaires. Constatant que, 20 ans après la conférence nationale souveraine, la faillite de l'État congolais dans ses attributs protecteurs, éducateurs et régulateurs est manifeste et illustrée par une sous-alimentation de près de 80% de Congolais, rapport PAM, une paupérisation galopante avec près de 80% de la population vivant avec moins d'1 dollar par jour, alors que paradoxalement le PIB par habitant afficherait près de 4000 $, soit 1,5 million de francs CFA. Selon la Banque mondiale et le FMI,
une réduction de l'espérance de vie à 47 ans, selon les chiffres INED 2009, soulignant que, dans un tel contexte, les autorités du régime congolais ne sont paradoxalement préoccupées que par des desseins égoïstes, d'enrichissement à des fins personnelles, d'accumulation de fortunes colossales et de biens matériels de tout genre, affirmant que le Congo, pays immensement riche au regard des fortes rentrées financières dues à l'exploitation de ses ressources naturelles, ne peut continuer à laisser ses populations vivre dans un tel état d'appauvrissement, disant en outre que par certains signes et attitudes des autorités du régime congolais, tout concourt à une intention de se maintenir indéfiniment au pouvoir par tripatouillage constitutionnel, conscient que tous ces faits, conjugués à une gestion politique planique, un exercice du pouvoir par la violence et par la peur, une corruption quasi institutionnalisée, une cooptation complaisante de la médiocrité au poste de responsabilité, l'absence d'une véritable politique économique et sociale, la destruction des systèmes scolaires et sanitaires entraîne irrémédiablement le pays à la dérive. Le classement 2012 des économies mondiales par l'Institut Legatum, qui place le Congo au 141e rang sur 142, ainsi que celui du rapport Doing Business 2013 de la Banque mondiale, qui le renvoie au 183e rang sur 185, ne font que confirmer cette triste réalité. Affirmant que face à un système hermétique, écrasant les principes fondamentaux de liberté individuelle et de liberté d'expression, l'opposition intérieure muselée se bat comme elle peut. La diaspora, la plus libre de parole, est en résistance tout en apportant son appui aux actions de l'opposition intérieure qu'elle partage et aux populations, très appauvries, réduites à la lutte quotidienne pour la survie. Rappelant que l'histoire des peuples nous enseigne qu'aucune force de quelque nature que ce soit n'est en mesure de contenir indéfiniment la force de volonté de vie d'un peuple, par définition sacrée, les exemples l'illustrant faisant foi. Déterminé à mettre fin à cette situation désespérée du Congo qui aggrave au jour le jour les malheurs des populations congolaises et accroît la dégradation de la crédibilité politique et l'image du Congo, considérant les développements des pratiques du régime marquées par la familiarisation et la privatisation du pouvoir à travers des nominations à caractère népotique et ethnocentriste aux postes de responsabilité dans l'administration civile et militaire, l'appropriation des ressources de l'État, l'interdiction illégale des activités politiques publiques de l'opposition, la militarisation accrue du régime à travers l'achat massif d'armes et de munitions de guerre, l'entretien des milices et des mercenaires, le harcèlement policier de l'opposition, l'instauration de barrages routiers, les fouilles nocturnes des voitures et véhicules et les vérifications d'identité, les arrestations et emprisonnements arbitraires. Nous, comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux, disons solennellement notre conviction que le Congo ne peut sortir de la grave crise multidimensionnelle qui le mine que par l'unique et vraie solution, la convocation des États généraux de la nation, dialogue citoyen, constructif, rassemblant toutes les forces vives de la nation. Le disant, nous sommes persuadés que hors de cette voie, le Congo va droit dans le mur. Les États généraux incontournables sont une exigence de survie de la nation. Le réalisme politique conduit inévitablement à cette réalité
qu'il ne peut faire semblant de continuer à ignorer. Au nom d'une fausse stabilité dont elle se réclame seule envers et contre tous. Plus que jamais est venu le moment de réunir les États généraux de la nation, dont la crise multidimensionnelle que traverse le Congo l'impose à la nation entière. Ainsi, en appelant-nous au chef de l'État à privilégier le Congo et à lui éviter une catastrophe supplémentaire, d'autant plus que paix et la cohésion nationale qu'il a si souvent évoquée sont à ce prix. Résolus à nous battre par tous les moyens pour l'aboutissement de ces États généraux de la nation, nous, comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, prenons ce jour le ferme engagement de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Appelons enfin le peuple congolais à vaincre la peur et à balayer toutes les fausses assurances de développement et de sécurité qui lui sont faites par le régime de Brazzaville, et à un soutien sans faille au combat pour la tenue des États généraux de la nation. Vive le Congo-Brazzaville, vive la nation congolaise, fête à Paris le 1er mars 2013 pour le comité d'action Raphaël Bourg. Cher Yannick, monsieur le conseiller municipal, monsieur le conseiller régional, notre secrétaire adjoint national au Parti socialiste à l'éducation, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans ces lieux tant historiques de la France. Et votre soutien, nous savons, il est toujours... il n'est plus disons, à montrer. Partant de Yannick, tous les camarades avec lesquels nous travaillons, et je ne peux pas tous les citer, notamment ceux de Répondre à gauche, qui ont amené notre ami et cher camarade François à la tête, que vous voyez souvent. Donc, nous sommes heureux et nous avons pensé que c'était le moment pour vous de nous apporter votre soutien et surtout de dire deux petits mots sur ce qui mine mon pays à moi, en particulier, et l'Afrique en général, c'est-à-dire le manque de démocratie, qui malheureusement est un frein pour le développement dans nos nations. Merci mon cher Yannick, une fois de plus. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Raphaël, qui est notre ami et qui est mon ami depuis maintenant bien longtemps, tout d'abord merci de m'avoir permis de venir aujourd'hui vous rencontrer ici, dans cette Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord excuser Bruno Leroux, le président du groupe des élus socialistes à l'Assemblée nationale, qui ne peut être là aujourd'hui, et donc vous avez son suppléant, en ma personne. Vous dire que, tout d'abord, vous délivrez un message de fraternité, un message d'amitié, et bien évidemment, un message de soutien. Parce que, et je commencerai par là, si c'est à la fois un honneur et une joie d'être parmi vous aujourd'hui, c'est aussi et bien évidemment parce que votre combat, c'est notre combat. C'est notre combat. C'est notre combat à nous, on va le dire, femmes et hommes de gauche,
Et en ce qui nous concerne, avec Raphaël, et je pense que je ne dévoilerai rien ici cet après-midi, c'est le combat des socialistes dans l'international, des socialistes ici, bien évidemment en France, avec notre président François Hollande, notre compagnon de route, avec qui nous avons vécu récemment une aventure assez extraordinaire et qui, je pense, témoigne de la chose suivante, qu'en politique, il faut toujours garder espoir. Et le parcours de François Hollande, en ce sens, est un parcours assez remarquable au sens où, il y a encore de cela quelques mois, un petit nombre d'années, bien peu de personnes ici en France ne pariaient sur ce qu'il advint par la suite, et que nous étions très peu, avec Raphaël, dès le début de cette histoire, à croire en François Hollande, et que ce message d'espoir, c'est un message que je veux aussi partager avec vous pour la cause pour laquelle vous vous battez du matin au soir et du soir au matin, pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, pour laquelle je suis ici avec Bruno Leroux parmi vous. Et cette cause, cet espoir, ce combat, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs que nous partageons collectivement. Elles sont finalement assez simples, mais elles sont constitutives de notre identité. Parce qu'en tant que femmes et hommes de gauche, en tant que femmes et hommes socialistes, nous venons de ces valeurs, nous venons du siècle des Lumières, et nous venons de ces valeurs de démocratie, nous venons de ces valeurs de citoyenneté, nous venons de ces valeurs qui consistent à dire que la liberté de conscience, que la liberté individuelle et collective, que le suffrage universel ne sont pas de vains mots, mais que ce sont avant toute chose des droits inaliénables. Et que précisément le combat que vous menez depuis maintenant un certain temps, aujourd'hui, et que vous allez continuer à mener, nous le menons à vos côtés parce que, ensemble, nous ne nous résignons pas. Nous n'acceptons pas la dictature. Nous n'acceptons pas que des femmes et des hommes soient privés de leurs droits élémentaires d'expression. Nous n'acceptons pas que, finalement, le pouvoir soit entre les mains de quelques-uns, de clans, de familles. Et nous n'acceptons pas que des femmes et des hommes voient leur vie sacrifiée, leur famille torturée, et au bout du compte, la liberté essentielle qui est celle de chacune et chacun, eh bien que cette liberté soit remise au fond des geôles de prison. C'est donc ce sont ces valeurs-là que nous partageons ensemble. Et je suis venu vous le dire cet après-midi. Vous pouvez bien évidemment, hier, comme aujourd'hui, comme maintenant et comme demain, vous pouvez compter sur nous. Le Congo, ça n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous le savez bien mieux que moi, traverse une crise grave, une crise profonde, qui touche d'ailleurs tous les pans de la nation et de l'État. C'est une crise politique, avant toute chose, profonde, mais c'est aussi, parce que souvent les crises politiques
génère des crises économiques et génère des crises sociales et financières. C'est aussi cela qui aujourd'hui ravage le Congo. C'est aussi une crise morale. C'est une crise du pouvoir corrompu. C'est aussi une crise sécuritaire et une crise culturelle au sens où elle met sous l'éteignoir tout ce qui peut constituer la diversité d'opinions, la diversité des pratiques culturelles au sens très large du terme. Et puis c'est aussi, à un certain niveau, une crise environnementale, liée d'ailleurs, l'ensemble de ces crises, à une administration publique aujourd'hui réduite à des proportions profondément inacceptables, ainsi d'ailleurs qu'à une situation du secteur privé ô combien difficile. Et le combat que vous menez, c'est un combat courageux, c'est un combat exemplaire et c'est un combat nécessaire. Les actions que vous menez, toutes et tous ensemble, de le reconstruire sur des bases saines, sur des bases démocratiques, sur des bases qui permettent à chacune et à chacun, à chaque enfant, et vous le savez, la question de l'éducation est essentielle. Et je m'y consacre, comme le disait Raphaël, tous les jours, ici, en France, mais la question de l'éducation traverse les frontières. Et que l'on sait que l'éducation, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et que dans un pays comme le Congo, tant que cette question-là également ne sera pas réglée, tant qu'un système éducatif respectueux des consciences ne permettra pas la formation des citoyennes et des citoyens de demain, dans le respect de chacune et de chacun, dans l'émancipation individuelle et collective, eh bien, tant que ce système-là ne sera pas en place au Congo, rien ne sera réglé et vous êtes les porteurs de cet espoir et de cette exigence. Je le disais, ce sont des valeurs que nous partageons et en tant que socialistes de l'international socialiste, nous sommes profondément préoccupés et nous sommes profondément concernés. Et l'actualité récente, d'ailleurs, en Afrique, l'a montré. L'intervention décidée par François Hollande, notre président de la République, au Mali, dans le cadre des règles internationales, a montré qu'il était non seulement nécessaire, non seulement indispensable, pour préserver et pour sauver la démocratie qui était menacée dans ce pays du Mali. Eh bien, la France a su être à la hauteur de ce qui était nécessaire pour faire barrage à l'intégrisme, pour faire barrage à la dictature. Et c'est un exemple pour nous qui nous encourage à continuer ce combat. Parce que lorsque l'on est socialiste, eh bien, tant qu'il existe quelque part sur la planète des dictatures, des endroits où des femmes et des hommes, au prix de leur vie, là-bas, mais aussi ici, en France, car je sais que le combat que vous menez, c'est non seulement un combat courageux, c'est un combat aussi risqué, je le mesure, et j'en discute souvent avec mon ami Raphaël. Eh bien, ce combat-là est un combat que nous portons et que nous devons porter avec vous pour vous permettre, pour nous permettre, d'inverser le sens
de l'histoire politique de ce pays. Et je voudrais, pour ne pas être trop long, mais pour en terminer là, en tant que socialistes, nous sommes porteurs d'un optimisme et d'une croyance en l'avenir. Parce que rien n'est plus fort que la démocratie. Rien n'est plus fort que cette citoyenneté sans laquelle nous ne pouvons mettre en œuvre notre parcours et notre trajectoire. Alors voilà le message que je suis venu vous délivrer cet après-midi. C'est un message de soutien, c'est un message de fraternité, c'est un message d'amitié. Nous avons et nous allons faire encore beaucoup de choses ensemble. Et sachez qu'à chaque fois que vous toquerez à notre porte, à chaque fois que vous viendrez pour nous dire voilà comment nous pensons qu'il faut faire les choses ensemble pour garantir ce qui doit être au Congo, comme partout sur cette planète, eh bien, vous nous trouverez auprès de vous. Wow. Et je voudrais terminer par une citation d'un très grand président de la République française, qui s'appelait aussi François, et qui, sur ce beau continent de l'Afrique, avait souvent de bien belles histoires à nous raconter, et puis à mener aussi un certain nombre de combats pour la démocratie à laquelle nous sommes toutes et tous tant attachés. Et je vais le citer parce que l'extrait que je vais citer de lui, je trouve, incarne à merveille votre combat, notre combat pour ce Congo démocratique que nous voulons toutes et tous et pour lequel nous sommes là cet après-midi. François Mitterrand a dit « Rien n'est jamais acquis. Tout exige une grande vigilance, la force d'un combat et la grandeur d'un idéal. » Voilà ce qui, je pense, quelque part, est le talisman que nous portons ensemble pour ce Congo que nous aimons tant, toutes et tous, mais que nous voulons différent, changer, profondément changer, transformer, dans le sens et sur la base du projet politique que vous portez pour les femmes et les hommes de ce pays, mais bien au-delà, pour les femmes et les hommes de la terre entière. Car ce combat pour ce Congo que nous voulons, il concerne bien évidemment les femmes et les hommes de ce pays, bien évidemment les Françaises et les Français, mais il concerne tous les citoyens de la planète. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller, pour votre intervention. En tout cas, merci aussi pour le message fraternel et pour le soutien que vous portez à la communauté. Le soutien qui permet à la communauté de pouvoir surmonter les difficultés qui semblaient se transformer en obstacles. En tout cas, nous nous en sommes grés du message que vous portez, qui est vibrant et qui montre les vertus même de la démocratie pour laquelle nous nous battons. Merci beaucoup.
il me revient aussi le devoir moral de remercier la France au nom de toute la communauté congolaise de France pour nous avoir accordé l'hospitalité sous ces terres et de nous ouvrir aussi grand les portes de l'Assemblée nationale. Ce haut lieu est la démocratie. Ce sanctuaire sacré qui, par l'exemplarité du dialogue, des échanges, montre ce qui est le plus cher au monde. N'est-ce pas de la France qui est partie des principes moraux que s'inspira le reste du monde? Ce jour est donc un grand jour pour la diaspora congolaise, tant par la solennité de l'événement que par la densité des propos, et aussi parce qu'il met à l'honneur le courage des Congolais et l'étranger de décliner leur vision et d'exprimer leur amour pour la patrie qui est le Congo. Elle ne saurait donc agir ex nihilo, en dehors des préoccupations profondes de la nation. Elle s'intègre dans la globalité des citoyens, hommes et femmes, faisant valoir leurs droits d'existence et les paroles. C'est donc exaspéré, autant que le reste de la nation, par une situation on ne peut plus révoltante que la communauté congolaise de France exprime son indignation. Car nul ne peut rester indifférent à pareille situation. L'idée du dialogue, exprimée sous le vocable différent, c'est sémantique. Dialogue national, États généraux, Assises de la nation, répond à une conception apaisée de résolution des conflits. Une vision empreinte d'humanisme afin de taire à jamais les haines et les violences occasionnées lors des périodes sanglantes et de nombreux dégâts collatéraux occasionnés à ce sujet. Le sentiment général est au dialogue. L'ensemble des nations désirent se retrouver. Comment alors pourrait-on se passer du dialogue quand une très grande majorité de la nation le réclame? C'est ce qui justifie les interventions de ce jour. C'est donc à l'initiative du comité d'action pour les États généraux qu'a été organisée cette journée. Le comité d'action est une plateforme d'initiative et d'action regroupant en son sein des associations, des collectifs, des représentants des partis politiques et des individualités. Mais permettez-moi, avant de procéder aux présentations du comité d'action, de pouvoir indiquer quelques principes auxquels je me tiendrai scrupuleusement en tant que modérateur. Il ne sera donc autorisé aucune injure de nature à offenser, ni aucune violence verbale. Parce que communiquer n'est pas synonyme de dispute, pas plus d'empoignade. C'est alors que j'interviendrai sur tout propos qui serait de nature à désorienter le débat et à sortir du sujet de son contexte. Le moment est venu que le problème du Congo
sorte du silence dans lequel il a été enfermé. En ce sens, j'en appelle au nom du comité d'action à la haute bienveillance du président de l'Assemblée nationale française de bien vouloir se faire l'écho de cette tragédie humaine que nous pouvons partager au niveau de la communauté internationale. Je cite l'UIA, l'Unité africaine, l'Union européenne, les Nations unies, ainsi que le gouvernement français. Je vous en remercie. Je vais dès lors vous présenter le comité d'action et le déroulé de la journée. Alors, en ce qui concerne donc le comité d'action, vous avez donc au milieu de nous Raphaël Goma, qui est donc le président du comité d'action pour la convocation des États généraux. Et vous avez Eugène Fernand Loubello, qui en est donc le vice-président. Et vous avez donc Evra Nango, qui est chargé de l'administration et des finances. Et vous avez aussi donc Kevin, qui est chargé de la communication. Et vous avez aussi donc moi-même, Chisoro Massamba, qui est aussi en charge de la communication. Après avoir donc annoncé tout cela, je vais donc vous donner le déroulé de la journée, afin que de manière séquentielle, vous en preniez connaissance. Vous allez donc avoir, juste après le mot de bienvenue, la première intervention qui sera donc faite sur le titre « États généraux de la nation, enjeux majeurs pour notre pays ». La deuxième intervention va concerner la restauration de la démocratie, une mission pour la diaspora. Une solution aux crises politiques du royaume, une guerre, une question diplomatique ou quel autre problème de société. Ils se réunirent jusqu'en 1789. Les derniers États généraux, convoqués le 5 mai 1789 par Louis XVI pour résoudre la crise financière du moment, évoluèrent à la suite du serment du jeu de paume à l'Assemblée nationale constituante qui marqua le début de la Révolution française. De nos jours, on appelle États généraux une assemblée de représentants de toutes les parties prenantes sur un sujet donné, afin de l'aborder le plus complètement possible. On parle d'états généraux du logement, de l'industrie, de la santé, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement ou encore de bien d'autres domaines. Ces états généraux se concluent de manière générale par une série de recommandations ou résolutions applicables pour réformer le secteur ou améliorer l'état du domaine en question. Mesdames, Messieurs, qu'en est-il alors des États généraux de la nation au Congo et en quoi peut-il constituer un enjeu majeur pour ce pays? Au lendemain des élections législatives congolaises de juillet août 2012, marquées par une mauvaise organisation du scrutin, une forte abstention, des fraudes massives et de nombreux recours en annulation, les partis de l'opposition signataires de la déclaration du 17 août exigent du président de la République la convocation des États généraux de la nation, sorte de forum national rassemblant le pouvoir en place à Brazzaville et l'ensemble des forces vives de la nation, diaspora comprise, pour aborder de front les défis majeurs auxquels le Congo est confronté, leur trouver de voie de sortie et préparer l'avenir.
En effet, au-delà de la question électorale qui déclencha la demande de la tenue des États généraux, le Congo traverse une grave crise qui touche tous les pans de la nation et de l'État. Elle va de la crise politique à la crise économique et financière, en passant par les crises morales, culturelles, environnementales, sécuritaires et autres liées au mauvais fonctionnement des administrations publiques, ainsi qu'au dépérissement du secteur privé. Revendications légitimes de l'opposition, comprises à tort par le pouvoir congolais, comme étant, d'après lui, un ordinaire instant de désordre, de violence, de règlement de comptes et de revanche, susceptibles de raviver les haines de toute nature, les États généraux de la nation sont plutôt un haut lieu de débat citoyen, pacifique et responsable, pour reconstruire sur des bases saines, démocratiques et solidaires, une nation en pleine déliquescence, un moment de son histoire où elle n'a jamais été aussi riche. En posant devant vous cette contribution des enjeux majeurs pour le Congo que constituent les États généraux de la nation, nous, diaspora congolaise et autres démocrates installés en Europe, ici présents dans la salle, voudrions marquer les esprits sur l'intérêt que ces États généraux représentent pour les populations congolaises qui souffrent du fait de la mauvaise gouvernance de ses dirigeants. Comme souligné ci-dessus, le défi premier des États généraux, c'est de rassembler les Congolais en vue du redressement de leur pays, remettre sur le métier les valeurs d'égalité, de démocratie et de justice, faire du Congo un acteur principal en Afrique. Les États généraux de la nation siégeant offriront aux participants large éventail de questions spécifiques à examiner. Je me permets d'en dire quelques mots sur certaines. D'abord, à propos de l'État congolais. Les États généraux se doivent de lui rendre son rôle de puissance publique. La guerre abandonnée par le pouvoir en place, qu'il a transformé en État partisan au service de quelques privilégiés. La dégradation de la puissance protectrice de cet État a des conséquences sociales et humaines au cœur des préoccupations des populations qui se sentent de plus en plus menacées. Celles-ci ne croient plus en l'avenir, ce qui provoque détresse et même désespoir, entraînant un besoin légitime de protection. Les États généraux doivent créer un cadre de protection des citoyens s'inscrivant dans une vision républicaine de la société, consistant à renforcer un ensemble de droits et devoirs pour permettre à chacun, quel que soit son statut et son genre, de trouver une place et de se construire un avenir. Les États généraux doivent créer les conditions d'un État fort et ferme qui garantisse égalité et équité de traitement sur l'ensemble du territoire national, contrairement au fait d'injustice constatée au Congo qui avantage le développement dans certaines parties du Congo au détriment des autres. Assurer l'égalité territoriale, c'est mener sans discrimination de politiques publiques volontaristes sur l'ensemble du pays. Entendre l'attachement des Congolais à leur service public de proximité. S'assurer de placer les fonctionnaires formés, qualifiés et compétents dans les services des régions et des districts et sanctionner le refus d'affectation en campagne. Il en sera de la responsabilité des États généraux de rendre les pouvoirs publics exemplaires, non seulement parce qu'ils sont des acteurs majeurs de la société, mais également afin qu'ils disposent de l'autorité et de la capacité d'entraînement suffisante sur le reste de la nation. Une autre bataille que les États généraux doivent relancer, c'est celle d'une vraie responsabilisation des collectivités locales. La décentralisation telle que menée au Congo n'a pas tenu ses promesses de rénovation démocratique et de modernisation de l'arrière-pays. Les quelques services et emplois existants se concentrent dans les villes et l'interland se précarise davantage. Une nouvelle étape, la décentralisation, doit s'accompagner d'une profonde solidarité des régions. À la fracture entre les villes et les territoires ruraux qui va s'aggravant, il doit être pensé des mécanismes et procédures de rééquilibrage des centres d'intérêt sur tout le territoire national. L'égalité des droits civiques des citoyens et anti-citoyens est à renforcer. C'est aussi un des devoirs des États généraux.
puisque le droit doit être le même pour tous. Les États généraux sont appelés à garantir l'égalité femmes-hommes dans tous les espaces de vie et d'activité. Tout ce qui cloisonne, isole, cantonne les femmes dans des rôles spécifiques, tout ce qui discrimine pour la raison exclusive qu'elles sont femmes est inacceptable. Partout dans le monde, le combat pour le droit des femmes se confond avec le combat pour la démocratie. Les questions de formation, d'éducation, de santé et d'autres liées aux services sociaux de base sont une autre priorité des États généraux. Les politiques publiques actuelles de formation au Congo touchent des filières professionnelles dont les effets ont des répercussions des années, voire des décennies plus tard. C'est le cas des secteurs comme la santé et l'éducation qui sont en corrélation directe avec la démocratie ou la mobilité des populations. La gestion des professions des 10 secteurs est un exemple de l'incohérence des décisions politiques congolaises qui, cédant aux contraintes financières à court terme, engendrent des problèmes de désertification médicale et scolaire parce que cette évolution est parfaitement prévisible. Le manque de personnel, toutes catégories confondues, dans l'ensemble des régions du pays, rend l'accès aux soins et à l'éducation pour tous d'autant plus difficile que l'espérance de vie augmente. Au plan économique, les États généraux réfléchiraient à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de développement économique créatrice d'emplois, tout en s'attachant à étudier les modalités de financement des investissements irrelatifs. Il va sans dire que la saine gestion des richesses naturelles, les règles de bonne gouvernance seraient également prises en compte. Parce que le Congo possède un vaste réseau hydrographique, de belles forêts, des richesses minières et pétrolières, des filières y afférentes pour l'énergie, la pâte à papier, l'habitat, les matériaux de construction, la métallurgie, les industries chimiques, ont encore de beaux jours devant elles. Les États généraux ne pourraient pas inscrire une fusion de l'économie et du progrès social dans la perspective d'un développement durable sans projeter les conséquences des décisions prises dans le moyen et long terme. Préparer l'avenir implique le principe de précaution et oblige à la prudence pour protéger les citoyens, voire à l'abandon de certains projets d'apparence socialement utile. Les États généraux se devront de revenir sur certains projets du pouvoir qui sont des opérations coûteuses, entreprises, pour des raisons de prestige, sans réel impact sur la vie des populations. Inaperçue aux États généraux de la nation au Congo, c'est celle du chômage. Depuis plusieurs années, le chômage de masse, le chômage structurel et la précarité du travail pèsent sur le marché du travail congolais. À cela s'y ajoute le mal-être au travail que ressentent la quasi des travailleurs congolais. Lorsque les salariés aiment leur activité, s'y sentent bien, le service ou l'entreprise a des chances de prospérer, d'autant que le mal-être au travail et les mauvaises conditions de travail n'ont pas seulement un coût humain, mais aussi un coût économique et financier pour l'entreprise ou le service concerné. Le retour à l'emploi est une obligation des États généraux qui devront proposer des mesures concrètes pour promouvoir l'emploi en général et l'emploi des jeunes en particulier, en s'attaquant aux causes fondamentales de ce phénomène. Il vous reste 5 minutes, le temps que vous êtes parti. Il serait également rendu au monde syndical sa liberté d'exercice de défense des droits des travailleurs pour en finir avec la caporalisation actuelle des syndicats par le pouvoir. S'agissant des questions ayant trait aux droits de l'homme, à la liberté de presse, à la démocratie et à la justice, les avancées acquises là-dessus hors de la conférence nationale sont foulées aux pieds par les autorités, tant au niveau de leur finalité que de leur exercice. On en a la preuve par la confiscation par le pouvoir des médias publics, la censure, l'interdiction faite à l'opposition de s'exprimer librement, les détentions arbitraires, le dysfonctionnement de la justice. Les États généraux sont en devoir de faire revivre la démocratie et permettre aux Congolais, par une prise de conscience citoyenne, d'y trouver un moteur de développement, sans compter qu'ils devront réaffirmer l'indépendance de la justice. Mesdames, Messieurs, depuis que le collectif des partis d'opposition a lancé l'appel pour la convocation des États généraux de la nation, il ressort que la majorité des Congolais
lassés des souffrances que leur infligent leurs dirigeants sociaux et soucieux de voir le pays gouverner autrement, se persuadent de ce que les États généraux agiront pour des motifs d'intérêt collectif. Les populations s'interrogent sur les raisons de l'arrogance qu'affiche le régime à Brazzaville à propos de cet appel. Pour autant, elles mesurent que la mise en œuvre des conclusions qui sortiront des États généraux sera confrontée aux difficultés au regard des enjeux soulevés. D'où l'opinion largement partagée selon laquelle les États généraux ne seront un gain pour le pays que si leurs acteurs se donnent pour ambition de se renouveler, de changer leurs pratiques politiques et humaines et de travailler à renforcer la démocratie dans le pays. Il n'y a pas de nouvelle société sans nouvelle citoyenneté. Une fois les États généraux de la nation convoqués, les objectifs fixés, ceux-ci seront jugés par leur capacité à donner à chaque Congolais la possibilité de s'émanciper, de choisir sa vie et de ne plus subir la brutalité des conséquences de la mauvaise gouvernance passée. Ils seront également jugés par leur capacité à améliorer le quotidien des Congolais, à défendre leur pouvoir d'achat, à créer l'emploi, à faire en sorte qu'ils vivent mieux au travail et à renforcer la cohésion sociale. Reste que les organes d'exécution et d'évaluation des actes des États généraux devront être des instances politiques de haut niveau pour en préserver l'esprit et faire accompagner les réformes par un travail d'explication. La société ne change pas seulement par les lois et les décrets, mais aussi par l'adhésion du plus grand nombre aux réformes. Réussir la tenue des États généraux de la nation est une obligation pour leurs défenseurs. Le combat, depuis plusieurs mois pour les accueillir, insiste sans cesse sur l'intérêt national de ces assises, mettant en avant et posant clairement les conditions morales et politiques de la rupture d'avec la gestion désastreuse des affaires au Congo actuellement. À l'article de ces défenseurs, les paroles des responsables sont dites, les mots rassembleurs écrits, les engagements d'hommes et pays de justice pris, les orientations à de nos États généraux sont lisibles et clairement identifiées. Nous, ici, rassemblés diaspora congolaise, réaffirmons notre place parmi ces défenseurs de ces États généraux de la nation. Dans ce combat pour les États généraux, la lucidité, la franchise et la loyauté s'imposent pour exprimer le respect qui est dû aux populations congolaises. À ce titre, clarté et sincérité deviennent incontournables pour mieux gérer les attentes congolaises et il apparaît primordial, au nom de la démocratie, d'informer en toute transparence l'ensemble des citoyens des réalités économiques et politiques ainsi que du choix qui sera engagé. C'est la condition essentielle pour retrouver la confiance populaire et la constellation politique comme acteur de l'intérêt général. Pour terminer, qu'il soit entendu encore une fois, les États généraux de la nation Congo-Brazzaville permettront de sortir le pays du marasme actuel. En dehors de cette voie, il n'y a point d'alternative. Aucune fatalité ne nous oblige à subir impuissants les malheurs que nous impose le régime de Brazzaville. C'est avant tout une question de patriotisme, de courage politique et de discernement pour ne pas continuer à laisser le pays entre des mains qui ont placé leurs intérêts personnels au centre de la gouvernance d'un pays. En avant pour la tenue des États généraux de la nation République du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette communication aussi destructive que riche. Elle apporte l'éclairage total. La pertinence des propos n'a d'égal que l'intelligence de l'auteur. Mais dans tous les cas, tout peut se résumer, en tout cas, en une prise multidimensionnelle. La première, c'est donc la crise morale, la crise économique, la crise sociale, et une crise politique qui s'est traduite tout simplement par une restriction des libertés et aussi par une entrave à l'exercice du jeu démocratique, et aussi qui se caractérise par une forte contestation des élections. Mais en dehors de ça,
La crise multidimensionnelle, elle est aussi une crise économique. À un chômage conjoncturel s'ajoute un chômage structurel lié tout simplement à la désorganisation de l'économie. Une économie essentiellement basée sur une monoproduction. Et d'autre part, sur aussi une dette exponentiellement forte dont les services de la dette, en fait, pompent l'essentiel du ressources de l'État. D'autre part, c'est une crise aussi d'autorité, comme on l'avait dit. L'État, en tant qu'organe permanent, distinct de la société, est au service d'une minorité au détriment du plus grand nombre. D'où la crise de confiance. Mais c'est aussi une crise morale. On assiste à une inversion des chaînes de valeurs. Autrement dit, les valeurs cardinales que sont donc le travail et le mérite ont été reléguées à portion commune. Or, dans le monde d'aujourd'hui, la créativité participe beaucoup. D'où la nécessité d'aller aux assises pour sceller le pacte républicain et remettre sur les rails les véritables valeurs. Et de ce fait, je vais donc passer à la deuxième communication que je vous annonce. Elle sera donc faite par M. Auguste Mabingou, qui est le secrétaire chargé de l'administration et des finances du CODICOR. Et ça s'intitule « La restauration de la démocratie, une mission pour la diaspora ». M. Mabingou. Mesdames et messieurs, à la faveur d'une analyse minutieuse de la situation générale qui prévaut dans notre pays, le Congo-Brazzaville, la diaspora congolaise a constaté que le Congo est aujourd'hui plombé par une crise sans précédent à tous les niveaux. Crise électorale, crise morale, crise politique, crise économique, crise sociale, crise culturelle. Se fondant sur ce constat, la diaspora a conclu que, dans ce contexte, la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville s'impose. En 1991, une conférence nationale souveraine est organisée dans le but de mettre fin au système du parti unique et d'installer, à la suite de grandes grèves générales qui ont paralysé le pays et contraint le président Sassou Nguesso à céder. Pendant la conférence nationale, la diaspora a contribué à sa réussite de diverses manières. Elle a débattu des schémas suffisamment édifiants pour la démocratie au Congo que la conférence nationale devait adopter. Les différentes délégations de la diaspora ont brillé pendant les travaux de cette grande messe. On se souviendra des envolées oratoires de Maître Moutelano Massengo et Kondi Akala, et j'en passe. C'est au cours de cette conférence que Pascal Lissouba, ancien fonctionnaire international à l'UNESCO et ancien Premier ministre, jeta les bases de la création d'un parti politique qui l'amènera au pouvoir, après une période de transition d'un an initiée par la conférence nationale et conduite sous la prévoyance de André Milongo. Des élections libres et transparentes seront organisées et Pascal Lissouba sera élu président de la République pour un mandat de 5 ans. 3 mois seulement après sa prise de fonction, Pascal Lissouba va connaître un début des troubles qui vont durer tout le long de son mandat. 5 ans après le mandat de Pascal Lissouba, l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui, après une première présidence de 1979 à 1991, est revenu au pouvoir à l'issue d'une guerre civile du 5 juin 1997 au 15 octobre 1997, soit quelques mois avant la fin du mandat de Pascal Lissouba, au cours de laquelle il l'a emporté sur le président élu Pascal Lissouba. En fait, ce fut un coup d'État. Le président Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir en utilisant les armes,
comme moyen pour reconquérir le pouvoir politique a enfreint les principes démocratiques. Dès lors, ce coup d'État du 5 juin 1997 a signé l'acte d'arrêt du processus de la jeune démocratie congolaise. Car tout ce qui a été construit au prix des sacrifices énormes, notamment la Constitution de 1992, les institutions démocratiquement élues, a été sacrifié et foulé aux pieds. Au sortir de la guerre de 1997, soucieux du devenir de notre pays, la diaspora congolaise, qui est une force dont on ne peut douter l'engagement et la détermination, se bat par tous les moyens de voir se rétablir la pratique de la démocratie en République du Congo. Ce combat se poursuit jusqu'à ce jour de différentes manières. Il y a d'une part des associations à caractère politique, social et culturel, et d'autre part des individualités qui se sont investies dans la lutte pour la restauration de la démocratie. Le travail entrepris par le comité d'action de la diaspora pour la convocation des États généraux de la nation entre dans ce cadre. C'est donc tout le sens de notre rencontre ce jour. La démocratie, on ne le dirait jamais assez, est considérée comme étant un régime qui assure l'identification des gouvernés aux gouvernants. C'est-à-dire, le peuple se reconnaît en ses dirigeants, en ce sens que c'est le peuple lui-même qui choisit ses dirigeants en toute liberté. Personne ne lui a imposé quelqu'un, ni par la force, ni par les intimidations, ni par la voie nominative. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. C'est ce qu'on appelle le principe de souveraineté, sans qu'il y ait de distinction liée à la naissance, la richesse, la compétence et autres distinctions. Ça s'appelle le principe d'égalité. Actuellement, la plupart des États africains se réclament de la démocratie sans toujours la pratiquer véritablement. Depuis le retour du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir, des atteintes à la démocratie sont légion. Le gouvernement congolais étouffe les manifestations syndicales et politiques des opposants à Brazzaville. La diaspora a toujours dénoncé vigoureusement toutes ces exactions, telles que les multiples arrestations et détentions de personnes voulant exprimer leurs opinions, ainsi que l'interdiction des réunions politiques des opposants. En effet, s'agissant des arrestations, nous citerons M. Amédée Luemba Delo, Congolais âgé de 31 ans, avait été mis en détention le 2 mars 2011 après son arrestation à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, par les services spéciaux. Il avait voulu mettre en œuvre à Pointe-Noire un plan de manifestation pacifique incluant une grève des transporteurs. Cette marche pacifique, qui allait être suivie d'un sit-in de la jeunesse pour protester contre, entre autres, le mauvais état des routes, les multiples inondations et la présence massive des ordures dans la ville, avait fini par se transformer en séquestration du jeune Amédée à la Direction générale de la surveillance du territoire, qui l'accuse, curieusement, d'organiser un coup d'État contre le président Sassou Nguesso. Après 54 jours passés dans les geôles de la DGST, il est présenté devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, qui confie son dossier au 2e cabinet d'instruction, celui-ci confirmant les chefs d'accusation, le jeta à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville. La diaspora, pour sa part, saisie de cette affaire par l'intermédiaire de Raphaël Mboma, en sa qualité du président du CODICOR au moment des faits, une déclaration avait été initiée pour dénoncer
cette arrestation arbitraire et exiger du gouvernement de Brazzaville la libération du jeune Amédée Lembadé. Par ailleurs, en date du 30 juillet 2011, un meeting du Rassemblement des jeunes patriotes, association politique de l'opposition congolaise, présidé par M. Paul-Marie Polé, a été interdit par le préfet de Brazzaville. Cette association avait régulièrement demandé l'autorisation de tenir son meeting à l'esplanade du stade Massamba Diba à Brazzaville. Le jour du meeting, les militants de cette association se sont retrouvés avec les policiers qui avaient déjà investi les lieux la veille de la manifestation. Le préfet n'a pas formellement répondu aux organisateurs. Toutefois, les responsables de la police, répondant aux interrogations des organisateurs, ont présenté une note signée du préfet interdisant la dite manifestation. En outre, depuis le 7 août 2011, 3 personnes, dont M. Isidore Merlin Gomo, chauffeur transporteur, sont détenus au commissariat de police de Lumumba, premier arrondissement de Pointe-Noire. Il leur est reproché d'avoir voulu organiser une grève des transporteurs en réaction au rétablissement unilatéral des taxes liées au transport routier, alors que le problème ayant occasionné depuis quelques années la suspension du paiement de cette taxe reste entier. Le mauvais état des routes dans la ville. Le même jour, le 7 août 2011, M. Patrick Eric Mampouya, blogueur très critique du système autocratique au Congo, a été interpellé par la DGST à l'aéroport international de Mayamaya lors de son arrivée à Brazzaville en provenance de Paris. D'autres arrestations sont à déplorer. C'est le cas des arrestations arbitraires du général Ferdinand Baou, le colonel Marcel Sourou, maître Ambroise Hervé Malonga et Gabriel Pombessa, l'opposant Paul-Marie Polé et bien d'autres encore plus anonymes. Comme vous pouvez le constater, face à toutes ces libertés individuelles et la règle de la majorité bafouée pendant les élections, la Constitution foulée aux pieds, le principe de séparation des pouvoirs non respecté, les emprisonnements, les astreintes à résidence, les interdits à la dictature et à la barbarie institutionnalisée, la diaspora regroupée au sein du comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, qui lutte pour des droits fondamentaux du peuple congolais, mène sur le sol français des actions de grande envergure pour restaurer la démocratie au Congo. Ainsi, la coordination Congo-Yassika, à l'origine de laquelle a été créé le comité d'action, a déjà organisé une manifestation devant l'ambassade du Congo le 16 juillet 2012 pour dénoncer les arrestations arbitraires, protester contre la mascarade électorale sur lesquelles le pouvoir de Brazzaville excelle. Des conférences, débats et focus sont organisés sur la place de Paris, toujours dans la recherche des voies et moyens pour rétablir la pratique de la démocratie dans notre pays. Nous devons affirmer notre volonté de croire en notre capacité en tant que démocrates pour communiquer des valeurs de manière progressive, de sorte que le peuple congolais s'imprègne de la culture de la démocratie. Le comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation est en synergie avec l'opposition intérieure sur des actions qui le partagent. C'est le cas de l'initiative du collectif des 17 portant sur la convocation des États généraux de la nation au Congo-Brazzaville. En effet, ces États généraux qui devront être un haut moment de prise de conscience seront l'occasion d'un dialogue citoyen et constructif en vue de persuader les forces de la nation sur la nécessité de bâtir un véritable État démocratique. Seul un État légitime sera un État démocratique, car la démocratie est le régime politique qui tend à imposer la liberté et la légalité dans les relations individuelles. La démocratie prise comme culture de progrès et de développement doit nous amener à privilégier
la communication, le débat de manière générale. Les Congolais doivent se parler dans un cadre consensuel qui est convenu aujourd'hui d'appeler les États généraux de la nation. Le débat dans ce cadre apparaît à notre sens comme un préalable à l'action ou à l'œuvre de la construction nationale et de développement. Ce développement passe par l'information, la formation nécessaire à l'élévation de la conscience du citoyen congolais et à l'acquisition de la culture démocratique. Celle-ci, en tant qu'elle détermine le progrès, doit être effective à la culture de changement, la culture du travail, donc la culture du développement. C'est le peuple réuni d'une manière générale, sans clivage transcendant, religion, ethnie, tribu, appartenance politique, culture, conscience, âge, niveau social, sexe et handicap, qui se donne une constitution pour bâtir une nation. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités et chers compatriotes, les contours de la mission de la restauration de la démocratie au Congo que la diaspora, à travers le comité d'action, s'est assigné avec détermination. Je vous remercie. Je suis M. Vianney Tiba, responsable du collectif de la jeunesse du collectif UPC Unis pour le Congo. Je vous remercie de la parole que vous m'accordez. Je remercie l'initiative que le comité d'action a eu en ce jour au sein de la salle de l'Assemblée nationale. Mais je trouve que le temps que vous accordez aux différents intervenants est trop court. Et c'est juste une parenthèse. Je trouve que le temps que vous accordez aux différents intervenants est trop court. Et qu'il s'agissant des problèmes du Congo, il faudrait quand même laisser les gens s'exprimer. Peut-être pas aujourd'hui, mais il faut créer des conditions de façon que les gens puissent s'exprimer. Et peut-être le frère Manola, je pense qu'il faut quand même qu'on l'entende. C'est très important. Et je voulais aussi vous dire ceci, que le collectif UPC Unis pour le Congo reste ouvert à toute forme de dialogue politique au Congo-Brazzaville. Mais nous savons au jour d'aujourd'hui la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville depuis la conférence nationale souveraine de 1991 jusqu'au mandat du président Pascal Lissouba à la fin des années 97 et l'arrivée par les armes au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Et nous savons aussi tout ce qui s'est déroulé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais sachez une chose, que les Congolais souffrent et ils meurent tous les jours. Est-ce que nous allons être en train d'être piégés ou tomber dans le piège du pouvoir par ces réseaux qu'il a infiltrés de l'intérieur, de l'opposition intérieure ou de la diaspora? Mais je souhaite que nous recherchions des moyens pour combattre ce vaste réseau de mafia par les possibilités, les contacts que nous avons ici en France. Et je pense que si les Congolais sont organisés et si nous avons la possibilité d'avoir des soutiens logistiques, des moyens de toutes sortes, nous pouvons amener M. Denis Sassou Nguesso à accepter et aller à une forme de consensus. Merci. Sinon, je vais pas terminer, excusez-moi. Sinon, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas prêt à nous offrir quelconque forme de concertation qui va l'amener à perdre le pouvoir. Parce que nous savons que M. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir par les armes, il ne sortira que par les armes. Merci. Ça c'est clair, M. Denis Sassou Nguesso ne pourra pas sortir du pouvoir qu'il a eu par les armes en vous laissant la porte ouverte. Voilà, merci. Je m'appelle donc Jacques Mbaka, membre du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. Alors, j'étais très très heureux vraiment d'apprendre ces états généraux. Et je voudrais seulement faire un témoignage qui va peut-être nous ramener très loin, très derrière. Parce que quand le président Lissouba a pris
les fonctions par la conférence nationale au Congo dans les années 97. Nous étions très heureux à l'époque aussi au Cameroun. On a essayé de faire quelque chose, mais on a échoué. Bon, par une question d'incompétence. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Alors, je voulais dire ceci. Le président Lissouba est quelqu'un que j'ai entendu parler très jeune. Très jeune parce que je suis issu des milieux des combattants camerounais. J'avais des parents qui étaient déjà au maquis dans le temps. Et l'école principale de Brazzaville était la base de l'Union des populations où nos combattants quittaient pour entrer en brousse, entre guillemets, à l'époque. Donc on a gardé un grand souvenir du président Lissouba à l'époque, puisqu'il était le premier ministre du président Massamba Deba. Donc je suis venu ici aujourd'hui pour dire que ce travail que nous commençons là, nous sommes aussi au seuil de ce travail aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une forme de coordination et que nous arrivons surtout à nous former. À nous former, pas de parler avec passion. Si nous avons passé des années, je suis de ceux qui sont arrivés en France dans les années 70, hein, on ne peut pas voir comment on est jeune, hein, on a des enfants de plus de 40 ans. Donc on est bien formé par les sciences politiques, par des écoles d'ingénieurs ici. Nous sommes capables aujourd'hui, avec l'expérience que nous avions eue dans les années 90, par les conférences nationales qui ont échoué, à former nos enfants, à former nos jeunes frères, pour qu'ils puissent se comporter comme des futurs dirigeants, pas comme des passionnés. Parce qu'il y a eu cette histoire de la guerre froide, où il y avait toujours un côté, les gens qui étaient des communistes, ils étaient à rejeter, même l'Église les rejetait, de l'autre côté des saints qui nous ont amenés dans l'état où nous sommes aujourd'hui avec des guerres au Mali. Donc nous devions prendre conscience de tout cela et nous organiser à travailler. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas grand-chose à dire maintenant, mais merci. C'est une forme de démocratie et de considération aussi. Simplement, je voulais réagir au départ sur, disons, certains concepts, s'il faut parler ainsi. J'ai suivi le ministre Ouabary, j'ai suivi notre compatriote Cicero Massamba. Et c'est enfin, je crois, par le propos de notre compatriote Mavimbu, c'est ça, que j'ai entendu parler pour la première fois du mot dictature. Et nous voulons bien faire en sorte qu'au Congo on organise des États généraux, mais je me pose quelques questions. Dans quel cadre constitutionnel? Quand nous savons bien que c'est bel et bien un régime totalitaire, une dictature. J'ai préparé quelques documents que je voulais même lire. On va gagner du temps, je n'ai pas envie d'y revenir. Vous avez dû lire pourtant un journal qui lui a acquis le pouvoir en place, le dernier numéro de Jeune Afrique, l'analyse qui est faite. Vous comprenez bien que monsieur ne bougera pas des soliotailles, il ne veut pas. Il s'en prend. Le plus mauvais souvenir de sa vie politique, c'est la conférence nationale souveraine. Ça, vous le savez bien. Alors, quels moyens nous donnons-nous réellement pour contourner, dès lors que nous savons que M. Sassou et ses écuries ne l'accepteront pas? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, quelle hypothèse haute émettons-nous pour réclamer l'unique, si vous voulez, la conquête la plus importante, à mon humble avis, que nous a offert ou légué la conférence nationale souveraine, à savoir la Constitution du 15 mars. Ce n'est pas pour autant pour la reconnaître comme telle. Donc posons des hypothèses hautes à la dictature en place pour dire on veut des États généraux, mais pas avec ce cadre constitutionnel. Ensuite, faire allusion aux élections, c'est mon point de vue. Je suis peut-être un rêveur, mais quelque part, Jacques Coyolin Césaire nous a appris que lorsque vous avez un rêve, tenez jusqu'au bout. Parce que le rêve, c'est déjà un engagement, c'est un combat, et vous finirez toujours par réussir. Donc, sincèrement, c'est bien l'initiative prise. C'est bien, c'est symbolique cette salle. Je suis venu parce que c'est cette salle. J'ai l'habitude de cette salle. Je connais un peu, mais des compatriotes ouest-africains sont passés par ici. Il y en a certains qui sont restés 40 ans dans l'opposition, ont pu avancer parce qu'ils, je ne dis pas parce que forcément qu'ils sont passés par ici, mais ils sont quand même passés par ici. Ma question sera posée à l'ancien ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous entendez de la France, parce que l'état généraux de la diaspora congolaise, c'est ici en France, en plus on est dans l'enceinte
de l'Assemblée nationale, si l'ancien président de ELF a déclaré à la télé, M. Edouard, le président de la République d'Angola, nous a donné Congo-Brazzaville et nous lui avons donné la paix. Donc, la France a donné Congo-Brazzaville à la France et la France a donné la paix en Angola. Pour voir comment va se dérouler l'état général de la nation, est-ce que ça sera une conférence nationale bis? Est-ce qu'elle va se situer dans quelle période? Allant de 60 à 2013 ou allant de 91 à 2013 Donc c'est la question que j'aimerais savoir. Il faut savoir aussi qu'on a parlé beaucoup de démocratie. Mais il faut savoir que est-ce qu'on va laisser le nouveau poulailler du Congo à Derena, parce qu'on connaît bien la situation, donc il ne suffit pas de donner démocratie. Merci. Voilà. Je termine seulement cette phrase. Donc le but est de construire des contre-pouvoirs solides et j'en ai les réponses. Et certains même, je l'ai vu régulièrement sur Internet, moi qui aujourd'hui qui est du nord, de Makwa, mais qui aujourd'hui, du côté du pouvoir, dit non, mais c'est quelqu'un qui trahit, bon, je m'en fous, d'accord? Donc on est là pour construire un État, on est dans une situation chaotique. Aujourd'hui, on est fliqué sur Internet, les réseaux sociaux, et partout, je ne prenais pas avec mon téléphone, parce qu'on est fliqué. Merci. Donc, si nous voulons réellement obtenir les États généraux au Congo, procédons autrement. Et que faisons-nous ici, nous sommes sur la place de Paris, quand nous savons que tout ce qui se déroule en Afrique francophone se déroule sur la place de Paris? Je crois qu'il faut effectivement rappeler du point de vue de l'histoire, c'est une contribution que je fais, rappeler un peu de l'histoire pour remémoriser, pour que les uns et les autres appellent qu'il y a des expériences qui se sont déroulées dans ce monde pour lesquelles nous pouvons en tirer parti. La première, celle que je vais citer, c'est la nôtre. Le défunt président Tshisekedi Kaya disait, après la guerre, il a dit aux autorités en place qui ont gagné la guerre, vous avez gagné la guerre, mais transformez cette guerre en victoire politique. En d'autres termes, Tshisekedi Kaya voulait tout simplement dire que il y a dans les familles on se bat, dans certains pays il y a eu la guerre, mais il y a eu la paix des braves. Dans certains pays il y a eu des apartheids, mais il y a eu réconciliation et le reste. Et donc, à chaque fois que nous tendons la main au président Denis Sassou Nguesso pour qu'il fasse les choses proprement, malheureusement, souvent on est heurté à la ruse. La dernière en date, c'est Ovo. Et donc, comme beaucoup, Martin vient de me précéder, et le frère de l'UPC, dont je connais l'expérience à l'époque à la FIANF, montre que dans ces luttes-là, il faut tirer parti des expériences des autres. Et aujourd'hui, la nôtre, elle est troublante parce que la personne ou les dirigeants à qui nous tendons la perche font en permanence la sourde oreille. Alors donc, faisons comme Lénine qui disait que faire? Il faut aujourd'hui que les Congolais, les cadres, les militants, de tout ce qu'il faut, les intellectuels, remuent les ménages pour trouver une alternative essentielle. Stéphane Hessel, celui qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, vient de mourir. Le dernier bastion de celui qui nous a livré ces déclarations et c'est le seul aujourd'hui qui quitte ce monde. Donc, les Congolais que nous sommes, faisons un effort, tout au moins pour que, effectivement, on en tire les conséquences ou c'est les substances des luttes des autres pays. Voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez peut-être répondre à certaines questions. Monsieur le Président, d'abord, M. Manuel nous demande de dire dans quel cadre constitutionnel les États généraux vont se dérouler. Mais comment les choses se sont passées en 1991? On parle de la lettre ouverte, pression populaire, pression des partis. Le président de la République se sent dans les conditions morales et politiques de convoquer les États généraux, de convoquer la conférence nationale. Ça va se passer de la même manière. Pression politique forte, pression morale forte,
non seulement de la diaspora, mais surtout de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Il faut que nous nous acharnions sur le mal qui se fait sur nos populations pour que nous demandions à Sassou, écoutez, Monsieur le Président de la République, vous avez des pouvoirs. Vous avez été mis en place, certainement, par des élections. Mais le pays se porte mal. Il faut que nous parlions. C'est une affaire de parler avec le pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'aller faire la guerre au pouvoir. Les États généraux, c'est un forum, c'est un rassemblement des Congolais sans exclusion pour dire l'école va mal, la diplomatie est en panne et n'a pas les moyens de se faire. Les hôpitaux sont en train de s'écrouler. Nous parlons pour chercher la manière de mieux faire, les hommes pour mieux gouverner et la manière de faire au plan moral, les gens se comportent mieux. C'est ça. Il n'y a pas de guerre avec Sassou. Avec Sassou, c'est une manière de dire, Monsieur le Président, parlons parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous devriez faire. Sans plus. Il doit comprendre et il comprendra. Il doit comprendre et il comprendra. Nous n'attendons rien de la France pour répondre au deuxième intervenant. Nous n'attendons rien de la France. Nous ne sommes pas ici pour dire au gouvernement français, au gouvernement euro, allez, Sassou là-bas est en train de tuer nos populations, il les affame, soutenez-nous pour aller le sortir. Non, c'est la pression populaire qui doit créer les conditions du rassemblement des Congolais, le pouvoir compris. Sans plus. Sans plus. Mais Sassou, c'est vrai que Sassou, il ne va pas se libérer comme ça là, en nous donnant les états généraux. Nous n'avons pas, Sassou, il sait, vous l'avez dit vous-même, l'expérience de la conférence nationale était désastreuse pour lui. Il a parlé de la traversée du désert. Mais nous n'avons pas le choix de lui dire que ça marche mal, que nous devrions parler. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Donc, nous ne sommes pas des militaristes, nous n'avions pas de munitions quelque part cachées au Congo, ni dans les régions où semble-t-il, c'est plutôt lui qui a des armes qui sont cachées dans la partie nord, on en connaît des lieux, mais moi je vous certifie que le président Sassou devra dialoguer avec son peuple, parce que les choses en sont à un point où elles ne marchent plus. C'est ça l'intérêt des États généraux. Dans toute ma déclaration, moi je n'ai pas parlé de l'armée, sinon qu'elle devait être refaite sur la base d'objectifs qui seront fixés aux États généraux. Donc, c'est votre rôle, c'est le nôtre. Ça ne sert à rien de pleurer sur la périphérie. Ne pleurons pas, battons-nous, soyons nombreux pour que nous imposions au président de la République les États. C'est lui qui doit les convoquer. C'est pour cela que nous parlons de convocation. Même avec Louis XVI, il a convoqué les États généraux. Même avec Louis XVI, alors que déjà la population française était en ébullition, c'est lui qui a pris le décret, la loi les convoquant. Sassou devra les convoquer, il va les convoquer. Vous allez voir. Comment vont se dérouler les États généraux? Mais d'abord, ne pense pas que nous sommes ici, staff déjà constitué en gouvernement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais nous ne sommes rien. Nous sommes un maillon du combat qui se fait pour les États généraux. Un simple maillon du combat qui se fait pour obtenir la convocation des États généraux. Ils vont se dérouler de la manière la plus normale. Le président de la République en sent la nécessité et il prend un décret, il convoque. Puisqu'aux États généraux, il faut déplacer les gens qui sont à l'extérieur. Il faut déplacer ceux qui sont à l'intérieur. Il faut mettre les militaires en faction pour la sécurité. Il faut donc un décret présidentiel qui crée les moyens de l'organisation des États généraux. Donc, ils vont se dérouler de la manière la plus normale. Mais Sassou n'est pas l'ennemi des États généraux. Sassou n'est pas l'ennemi des États généraux. C'est un partenaire des États généraux. C'est un partenaire des États généraux pour qu'ils se tiennent comme il faut. Ce qu'il en sortira dépend des États généraux. Et ce que nous ferons de Sassou un président, et ce qu'on fera de Sassou un premier ministre, et ce sera une collaboration avec Sassou. Ça, c'est l'affaire des États généraux. Il doit se dérouler dans un cadre normal et institutionnel. Nous ne sommes pas des putschistes. Nous n'allons pas pour rien. Sassou a il a plus d'armes. Tous les généraux sont avec lui. Ils sont peut-être 50, une trentaine sont du Nord. On n'a aucune force pour faire un coup d'État avec Sassou.
nous allons sur des bases pour faire ce travail. Donc, les gestionnaires de l'après États généraux, c'est l'affaire des États généraux. Nous ne sommes que les accompagnateurs pour que les États généraux se tiennent. Merci. Barthel, il ne faut pas rester en dehors du combat. Le combat, mais de l'année. Il faut donc rejoindre ceux qui sont en train de mener ce combat aujourd'hui. Il faut rentrer dans l'histoire maintenant. Voilà. Alors, si tu as vu la vidéo qui circule sur YouTube, on a bien dit qu'il s'agit d'une dictature. Dictature, et le mot même n'est pas très fort. Et c'est plus que ça. Moi, j'emploie plutôt le mot génocidaire. C'est le mot qui convient. Car un pouvoir qui tue son peuple, c'est un pouvoir génocidaire. Il faut dire le mot, sans se gêner. Maintenant, pour nous, nous voulons revivre en fait la conférence nationale bis, avec la ruse de ôter tout le pouvoir qu'il a aujourd'hui pour donc le remettre à la majorité du peuple congolais. Mais c'est ça en fait. Et c'est ce que nous allons faire. Notre combat, mais c'est ça. Il sera nu. Ça sera nu. Voilà. Et j'en ai terminé. Moi, je voulais compléter ce qu'a dit le ministre. On a eu des élections le 15 juillet dernier. Le 15 juillet dernier, on a eu des élections législatives. Mais personne n'a tiré les conclusions de ces élections législatives. Pendant ces élections législatives, il y a eu 80% des Congolais qui ne sont pas allés aux urnes. Mais personne n'en a parlé. Sassou n'en a même pas parlé, il n'a pas tiré de conclusions. Voilà, nous, les opposants, on s'est dit, faut qu'il y ait des États généraux parce qu'il y a une majorité silencieuse qui ne parle pas. 80% des Congolais ne parlent pas. Donc en fait, les États généraux, c'est les conclusions de l'opposition congolaise qui s'est dit, si les Congolais ne vont plus voter, on ne va plus continuer comme ça. Aujourd'hui, demain, il y a les élections locales, il y a les élections présidentielles de 2016. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections avec Sassou et son gouvernement, avec Mboulou, on ne peut pas aller aux élections. D'où les États généraux qui sont très importants. Parce que le gouvernement Sassou nous prive des libertés. Si le Congolais ne va pas voter, personne ne dit, personne ne parle de ça. Le problème le plus important, pourquoi les Congolais ne vont pas voter, d'où les États généraux. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que ces États généraux-là, c'est très important pour l'avenir du Congo, parce que l'avenir du Congo est hypothéqué par les prêts chinois. Merci. Bien, pour revenir donc à la question quant à savoir les États généraux partiront de quelle année. Vous savez, les États généraux, c'est un forum. Il y aura un règlement intérieur. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, nous, de dire comment ça va se dérouler. Les États généraux, ce sont les Congolais dans leur diversité. Ça se passera au Congo. Ça ne se passera pas dans la salle Colbert. Donc, il n'est pas question ici de vous dire ça partira de 1960 ou de 1812 ou je ne sais de quoi. Ce sont les Congolais réunis ce jour-là qui décideront de l'ordre du jour et de la façon dont se tiendront les États généraux de la nation. Voilà. Je voudrais quand même aussi insister sur un fait. Vous savez, nous sommes ici, c'est pas moderne. Donc, oui, on peut dire on n'attend rien de la France. Je bouge les oreilles. C'est pas anodin. Nous sommes ici. Votre succès à vous fera que les gens vous pousseront. Et ils vous attendent. Et ils savent que vous êtes là. Et ils savent aussi ce qui va se passer le 9 à Brazzaville. Si ce n'est que les gens sont déjà sur place. D'ici. Vous savez, dans des relations comme dans un couple d'amour, il y a des bas et des hauts. Mais le Congo est lié à la France. Ça, c'est inévitable. Donc, ce qui concerne le Congo, la France ne peut pas fermer les oreilles. Comme ce qui se passe ici, nous, en tant que compatriotes congolais vivant en France, on ne peut pas fermer les oreilles par rapport à ce qui se passe en France. Voilà. C'était juste pour lever l'équivoque. Je posais une question que vous avez répondu. Oui. Il dit que nous ne sommes pas piégés par le pouvoir
dans la convocation des États généraux. Non. Le pouvoir ne piège pas les populations qui exigent les États généraux. Ou bien le pouvoir ne se reconvertit pas en demandeur des États généraux pour s'auto-piéger. Non. Ça, il faut purement simplement exclure la nuance par laquelle les gens qui demandent les États généraux, ce sont les gens qui font le jeu de Sassou pour que les États généraux soient un instrument du pouvoir qui manipulera. Il faut exclure... Soyons brefs, s'il vous plaît. Oui, il faut exclure ça. Les États généraux, c'est une... Les États généraux ne sont pas une demande contournée du pouvoir au service du pouvoir. Non. Les États généraux sont une quête populaire, une quête démocratique, une quête citoyenne de l'opposition pour un rassemblement en vue de poser des problèmes et y trouver des solutions. Parce que l'opinion aussi dit que bon, ces gens-là qui se retrouvent là-bas, ils font le jeu de Sassou pour qu'on... Non. En tout cas, nous refusons, nous nous inscrivons en faux contre cette logique d'un piège dans lequel nous qui sommes défenseurs des États généraux, nous faisons le jeu du pouvoir qui devra par la suite se saisir des États généraux pour les maîtriser et les contrôler. Non. De la pression sociale, ce qui a été évoqué par le ministre Ouattara tout à l'heure. Ouattari, pardonnez-moi d'écorcher votre nom, monsieur le ministre. Donc, le mécanisme de cette pression morale, je veux bien croire, mais par quel moyen? Serait-ce par la désobéissance civile ou par des grèves généralisées? Ça reste de toute façon un peu l'asthme. Hein. Si il dit désobéissance civile, il dit aussi grève généralisée. Mais la problématique première, et c'est là ma question, c'est l'exigence d'efficacité qui se pose à moi, à nous, qui souhaitons de manière énergique cette tenue des États généraux de la Nation. En ce qui concerne donc la façon d'y arriver, en sachant pertinemment, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un des intervenants, et ça me semble quelque part fondé, si on fait l'effort d'analyse, l'opposition semble un tout petit peu éparse, ça n'est un secret pour personne, mais face à cela, nous savons pertinemment que nous n'allons pas attendre le Sassou de son bon vouloir pour dire oui, parce que la conférence BIS, c'est quelque part qui semble lui donner, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'endort pas, parce que ses conseillers sont aussi en train de travailler sur les stratégies pour contrer cela. Et donc, les mécanismes pour y parvenir, c'est là la grande question, dès lors qu'il est constaté que l'opposition semble aller un peu dans tous les sens. Donc voilà la question. Non, mais je crois que j'ai été vraiment précédé par mon compatriote qui vient de parler. Évidemment, c'est la posture de l'opposition actuelle. On est élu localement, donc à l'intérieur du pays, pour tout ce que nous recoupons comme information. Bien qu'étant à Paris, nous avons tous aussi une façon de communiquer avec le pays et le Congo profond. Pourquoi je rappelle cela? Simplement, c'est cette même opposition qui légitime en quelque sorte le régime en place. À moindre initiative du pouvoir, surtout pendant les élections, ça court. Au départ, vous entendrez des sons discordants et à la fin, ils sont partis prenants. Ils ne prennent pas aux élections. Est-ce que cette fois-ci, monsieur le ministre Ouattara semble nous rassurer? On entend le président Goma parler avec force et vigueur. On ne peut pas, on peut que les croire. Nous soutenons ça. En tant qu'individu, je me pose quand même cette question, la crédibilité de l'opposition sur la place de Brazzaville et sur la place de Paris. Sur la place de Paris, nous avons parlé de ça, l'histoire un peu, pour que l'opposition de Brazzaville puisse se sentir forte et même corriger ce qu'elle doit avoir à corriger, il faudra qu'il y ait aussi une position forte, une crédibilité retrouvée ici sur la place de Paris. Sans cela, il n'y aura absolument rien.
Conférence nationale à 91, simplement, la présidence Soïkra, le discours de la Baule, mais aussi l'opposition qui était en place ici sur Paris, qui a une certaine crédibilité et tout ce qui s'est fait sur le pays. L'opposition sur le questionnement, l'opposition à Brazzaville, il n'y a aucune emprise sur les mouvements syndicaux. Il n'y a plus de syndicats au Congo. J'ai entendu un de nôtres dire le pouvoir accapare les syndicats, mais que fait l'opposition? Quels sont les relais? Quels sont les relais sur le terrain? Nous ici, quels sont nos relais? Je sais qu'il y en a, mais comment les déployer? Comment les déployer? Donc, je veux bien engager dans ça, le moyen est sable, redevenons crédibles. Quelle est notre crédibilité, que ce soit à Brazzaville ou sur Paris? Merci. J'interviens sur la crédibilité de l'opposition. Vous savez que dans un... D'abord, il faut définir qu'est-ce qu'une dictature. Une dictature, c'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes s'accapare de tous les pouvoirs sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Donc, dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des résistants. Donc, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a d'opposition. Parce qu'on voit qu'elle est déstructurée, elle est désorganisée. On voit qu'il y a une opposition à Brazzaville qui va aux élections. Ici, on sait que par avance, ils vont perdre, ils vont aux élections. On est ici, on parle d'opposition. Alors que nous n'avons même pas, nous ne nous sommes pas retrouvés pour construire un cadre juridique. Voilà. Moi, c'est le cadre juridique. On a eu une situation, parce que j'ai suivi un reportage là d'une femme, je pense que c'est vous qui avez fait un reportage sur Pointe-Noire. J'ai d'ailleurs étudié au lycée Carlemas là. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu que Pointe-Noire, c'est une ville poubelle, c'est une décharge à ciel ouvert. Toutes les villes du Congo sont comme ça. Le système éducatif est chaotique. Le pays est bradé au nom des Chinois. Ils sont les maîtres d'œuvre. Ils organisent tout. On pille le pays. On est en train de faire. Alors que nous, on ne paie pas aujourd'hui. Avec les éléments qui nous ont manqué, les gens qui vont au pays, qui reviennent ici, essayer un peu d'abord de construire un cadre juridique. Parce qu'on ne peut pas aller à la pêche sans filet. Donc moi, j'aurais souhaité qu'il y ait des dossiers qui se soient du point de vue constitutionnel, c'est-à-dire du cadre juridique, qui va de quelle période à quelle période. C'est pourquoi j'ai insisté sur la question. Il y a aussi des questions sociales, des questions environnementales, parce que le pays est détruit. On est en train de faire, là j'ai entendu, on va faire un truc sur Amayoko, le bois au nord là-bas, partout, bloc. On est en train de tout brader le pays. Les États généraux de la nation, on va aller là-bas avec quel outil? J'aimerais savoir quels moyens que nous avons de pression envers le président pour le pousser à aller vers les États généraux. Quelles armes que nous avons afin que nous mettons la pression, le pousser qu'il aille aux États généraux. Voilà. Et puis, j'ai un point aussi que j'ai noté. Ici, nous sommes juste une infime partie de la diaspora. Est-ce que nous avons des moyens, ou nous avons cherché à trouver des moyens pour essayer de rassembler, de mobiliser vraiment la grande partie de la diaspora? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des tracts que nous donnons pour appeler, inviter la diaspora, vraiment les Congolais, dans leur foyer où ils se trouvent en France, pour se joindre à nous dans ce combat-là? Ça aussi, j'aimerais savoir. Et voilà. Merci, bonjour. Je me présente Freddy Richard. J'ai pas une question à poser, je vais parler aussi au Présidium et à tous mes confrères ici. J'ai remarqué les intervenants. Il est bien de critiquer. Moi, je pense, on est tous ensemble, on part sur une même lignée. Moi, je pense qu'il faut aussi proposer des choses, proposer des idées. J'insiste sur ça, il faut proposer des idées. S'il y a l'adresse mail, s'il y a des sites, on est tous ici, celui qui peut émettre quelque chose de très important, qui peut apporter quelque chose de positif par rapport à cela, proposer des idées. Je pense que c'est ça qui est plus important pour y aller ensemble. Merci. Merci. Alors, tout d'abord, une gratulation concernant toute l'équipe qui se présente à nous et qui nous a fait une très belle proposition. En fait, ce n'était pas une question, c'était tout simplement pour faire une petite remarque. Beaucoup de personnes ont posé la question de savoir mais quels sont les moyens, quelles sont les billes qui sont à notre disposition pour imposer les États généraux. Moi, je souhaiterais tout simplement faire remarquer que les stratégies ne se disent pas en public. Tout ce que je souhaiterais vous faire dire, c'est que nous devons créer un rapport de force
Rachel Kirsten, je suis journaliste. Je travaille pour le site journal de Braza.com. Moi, je veux juste faire remarquer quelque chose. C'est que vous avez parlé tout à l'heure de l'égalité des femmes. Je suis une femme, donc c'est une question qui me sensibilise. Et quand je vois la composition du bureau, je suis désolée, mais je vois très bien que ce n'est pas encore vraiment ça. Et même la composition de la salle. Alors, pourquoi ne pas déjà au départ intégrer des femmes, même si vous n'êtes qu'une infime partie, donner le ton de ce que vous comptez faire? Voilà, c'est tout. Je voulais juste répondre à ma chère Rachel, qu'effectivement, je crois que c'est un souci qui avait été vu. L'unique femme qui devait être au présidium, malheureusement, est chargée du protocole. Donc, on ne pouvait pas la garder ici pour lui permettre de se déplacer facilement. Sinon, elle était prévue d'être au présidium. Donc, voilà. Et il y a une autre aussi qui s'est excusée, pour ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, qui la connaissent bien, c'est Marie-Louise Abia, qui n'est pas là. Donc, voilà les deux femmes prévues au présidium. Malheureusement, pour des raisons techniques, comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas avec nous au présidium, mais elles sont dans le combat. Je voudrais d'abord que les dames qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore avec nous, dès ce soir, adhèrent au comité et donnent leur numéro de téléphone aux amis du protocole pour qu'elles soient conviées désormais aux réunions du comité. Si ce qu'elles disent est bon, dès ce soir en partant, elles font acte de candidature, enfin acte d'adhésion pour désormais travailler avec nous. C'est ce que vous avez dès ce soir. Monsieur le Président, M. Suarez dit que nous avons oublié beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a oublié beaucoup de choses. Dès que je commence à parler, vous avez entendu le modérateur, il dit « Vous n'avez que 5 minutes ». Donc, on ne peut donc pas énumérer tout ce qu'il y a comme malaise au Congo. On en prend quelques-uns, peut-être entendu que lorsqu'on parle de crise multidimensionnelle, on a tout évoqué. On ne peut donc pas, au cas par cas, se mettre à évaluer et énumérer tous les mots dont souffre le Congo. Donc, il y a des oublis, mais par crise multidimensionnelle, tout est compris. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'amis, dont Suarez ici, qui parlent d'abord des états généraux de l'opposition. Mais ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. La santé du pays urge. Pour que nous perdions le temps à nous réunir d'abord en états généraux de l'opposition avant d'aller aux états généraux de la nation. Mais l'opposition, elle ira aux états généraux de la nation, et puis au-delà peut-être de ces états généraux, elle pourra refaire l'ordre. En tout état de cause, l'opposition existe. Elle est peut-être sans moyens financiers, c'est ça le grand grief, mais elle se bat les mains nues. Pour moi, je positionne le président, les états généraux de l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas aux porteurs. Le plus utile, c'est obtenir que les états généraux de la nation se soient convoqués. Qu'est-ce que nous demandons à la France? Le soutien. Nous sommes des citoyens qui voulons que chez nous, le peuple se développe. Nous, citoyens qui voulons que la démocratie se développe, nous demandons à la France le soutien multiforme pour que chez nous, le Congo se développe démocratiquement comme l'est la France aussi. Pourquoi la France est allée au Mali? Pourquoi elle est allée en Libye? Pourquoi elle est allée en Afghanistan? Pourquoi elle est allée aux endroits où la démocratie se bat? C'est parce que la démocratie, c'est une valeur qu'elle défend. Donc elle a des raisons de venir soutenir le Congo lorsque les Congolais se battent pour l'instauration de la démocratie. Le soutien que nous exigeons, nous demandons à la France, c'est un soutien précieux, parce que c'est le soutien pour des valeurs qu'elle partage essentiellement avec nous. Bon, les mécanismes de la pression morale, mais nous, je voudrais que dès ce soir, tous, vous veniez aux réunions du comité. À partir de ce soir, il n'y a pas une liste de présence qui est là. Moi, je voudrais que dès ce soir, au plan moral, vous nous laissiez vos adresses mail, vos numéros de téléphone, pour que nous vous associons au comité, pour qu'il grandisse. Parce que la pression morale, c'est celle-là. La pression morale, ce n'est pas rester dans sa maison et pleurer. La pression morale, c'est créer les conditions de demander à Sassou, de dire à Sassou que le pays va mal. Dès ce soir, rejoignez-nous. Rejoignez le travail que nous faisons autour du président Goma. Rejoignez le travail que nous faisons autour des amis qui sont pour la convocation des États généraux. Il n'y a pas de mécanisme écrit quelque part. La désobéissance civique, elle existe constitutionnellement. La grève générale, elle existe constitutionnellement. Mais ce que nous avons les moyens, soyons prêts. La désobéissance civile, on en arrivera là peut-être.
Aujourd'hui, le vrai mécanisme, c'est la pression morale que nous devrions exercer, chacun de nous à l'endroit où il est, et en gonflant, en grossissant les structures qui travaillent pour la convocation des États généraux. L'opposition à Brazzaville et le comité d'action à l'extérieur. Mais nous en arriverons un jour, grâce à vous aussi. Mais cette question de dire que l'opposition est au service de Sassou, la journée elle parle, la nuit elle va prendre l'argent chez Sassou, ça c'est un discours. Ça c'est un discours. Il faut s'en tenir à des faits réels. Il faut s'en tenir à des faits réels. Aujourd'hui, je sais qu'à Brazzaville, il y a 17 partis qui se battent, qui vont organiser un meeting d'ici là. Je crois que si vous avez des amis qui sont au Congo, des parents qui sont... Il faut que le discours-là, vous le perceviez. Vous ne pouvez pas vous mettre à taper sur des gens qui se battent dans l'insécurité, dans des conditions difficiles. C'est comme si vous ne croyez même pas à la bonne foi de ce que nous sommes ici. Moi, je l'ai entendu. Parce que nous ne sommes pas, on ne vous piège pas, nous sommes au service de Sassou. Si vous commencez par douter de la bonne foi de ceux qui sont devant vous, c'est grave. Moi, j'avais dit un jour dans une réunion, une conférence de presse du palais à Brazzaville, que l'Issouba n'a pas dit. Lorsque l'Issouba dit, nous croyons. Lorsque l'Issouba dit, nous croyons. Mais lorsque l'opposition a dit, nous avons des raisons d'y croire. Parce que nous estimons que le discours de l'opposition est un discours démocratique pour le changement au pays. On n'a pas besoin de savoir qu'ils n'ont pas dit vrai, ils ont dit vrai. Le discours compte en politique. Mais qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait d'extraordinaire ici en France? C'est son discours qui mobilise les foules. Vous les avez vus à la Bastille. Le discours politique, il compte. Il crée la foi. Et nous voudrions, vous croyez au discours de l'opposition, nous voudrions, vous croyez au travail que la coordination fait autour de Kamani Ngoma. Et nous voudrions, vous grossissez ces rangs. Et c'est fondamental pour nous. Et puis, Monsieur le Président, comment rassembler la diaspora? Mais c'est par ce genre d'acte. Si demain, vous êtes nombreux autour de nous, on aura fait quelque chose. Combien de rassemblements on n'a pas tenté à la diaspora ici? Combien ne se sont pas évanouis le lendemain? Et ce qu'on peut espérer que ce soir, c'est le débat, le début d'un grand rassemblement autour de la coordination du comité. Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, c'est des vœux pieux pour rien. Si c'est bon, c'est bon, sinon c'est des vœux pieux pour rien. En tout cas, moi je voudrais que vous regroupiez, vous nous rejoigniez. Vous ne rejoignez pas des gens qui sont au service de Sassou, vous rejoignez des amis pour partager avec eux un idéal de combat. Et nous l'avons. Monsieur le Président, j'allais terminer. Correspondit